Une autre semaine dans la guerre en Iran, une autre semaine dans le blocus. Encore une autre. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette semaine, c'est qu'on commence à voir les cracks dans l'alliance entre les États-Unis et Israël. On parle là de scandales récents qui se sont passés et d'appels téléphoniques dramatiques entre Trump et Benjamin Netanyahu. Et on n'avait pas ce genre de drama entre les États-Unis et Israël avant, ou du moins, c'était pas autant révélé au public. Donc, qu'est-ce qui a changé? On va regarder ça ensemble aujourd'hui. On va aussi regarder pourquoi est-ce que les négociations ne font que tourner en rond et on va regarder aussi pourquoi est-ce que le lobbyisme israélien est en train de s'effriter aux États-Unis. Donc ouais, le tout avait commencé cette semaine avec un appel très dramatique entre le président Trump et le premier ministre Netanyahu. Cette nouvelle exclusive-là nous est venue de Amit Segal. Amit Segal, c'est un journaliste israélien qui est très reconnu dans son domaine, mais plus important, qui a de très forts contacts à l'intérieur du gouvernement israélien. Et donc, ouais, il nous a envoyé cette nouvelle exclusive et j'ai pris le temps de faire la traduction. Ça dit en gros que Netanyahu et Trump ont eu un appel téléphonique très confrontationnel. Netanyahu a insisté qu'une entente était impossible avec l'Iran, qu'il fallait arrêter de leur parler et qu'il fallait reprendre les opérations militaires, donc reprendre les hostilités. Tandis que Trump, lui, cherche par tout moyen d'avoir une entente signée avec l'Iran pour mettre fin à ce conflit. Donc déjà, on peut voir que les deux pays ont des objectifs très différents. Et ça, c'est significatif parce que si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que quand les deux pays sont en alliance, ce qui peut ébranler cette alliance-là ou potentiellement mettre fin à leurs alliances, c'est quand les deux pays en question réalisent qu'ils n'ont plus les mêmes objectifs et qu'ils travaillent en opposition. Pour les États-Unis, leur objectif était clair. Il fallait que cette guerre-là se gagne rapidement. En fait, dans leurs objectifs, ils ont écrit qu'ils voulaient que cette guerre-là soit terminée dans un maximum de 2 semaines. Mais c'est pas arrivé. En fait, on a dépassé le 2 mois. On atteint bientôt le 3 mois depuis le début des conflits. Donc là, on rentre dans un conflit prolongé. On n'est plus dans un conflit spontané. Et ça, les États-Unis ne sont pas équipés et ne sont pas en situation pour mener un conflit à long terme comme ça. Et leur économie ne peut pas prendre le coup non plus pour un conflit prolongé. Présentement, c'est estimé que ça coûte au gouvernement américain environ 1 milliard de dollars par jour. 1 milliard de dollars par jour. Donc, leur dette nationale est en train de monter en flèche. D'ailleurs, j'ai regardé ce matin, leur dette était rendue à où, puis présentement, ils sont rendus à 39 trillions de dollars en dette. Et ça, c'est sans parler du prix de l'essence à la pompe, qui est payé par le peuple. Et le plus longtemps qu'ils restent dans ce conflit-là, le plus que cette catastrophe prend de l'ampleur, de manière exponentielle. Donc bref, pour les États-Unis, leur objectif, c'est de trouver une façon de se sortir de ce conflit-là. Mais pour Israël, c'est tout le contraire. Le moment où le conflit arrête, ça va être une catastrophe pour eux. Parce qu'initialement, leur but, c'était de faire écrouler le gouvernement iranien, pas d'arriver avec une entente, l'éliminer complètement. Éliminer aussi le gouvernement libanais, créer le plus de chaos possible à travers le Moyen-Orient et à travers ce chaos-là, se lever puis devenir l'hégémonie du secteur, la superpuissance de leur région, si vous voulez. Mais là, comme les choses s'enlignent, c'est tout le contraire qui se passe. Le gouvernement iranien tient encore, ils ont maintenu leur capacité militaire. Les États-Unis ont prouvé qu'ils avaient une incapacité à protéger leurs alliés là-bas. Le lobbyisme israélien est en train de se fracturer aux États-Unis. Donc, de leur point de vue, là, ils sont présentement dans un danger existentiel parce qu'ils ont attaqué leur plus grand ennemi, pensant les terrasser, puis c'est pas arrivé. L'Iran est encore là. À travers ce conflit-là, ils ont cimenté leur position dans la région et on peut s'attendre à une réplique dans un futur proche. Et là, Israël va potentiellement perdre les États-Unis comme alliés. Donc, si la guerre venait à arrêter là, ça les laisserait en position de faiblesse énorme, bien plus qu'au début du conflit. Donc oui, ils ont tout intérêt à garder les États-Unis dans ce conflit-là et à continuer d'essayer de les amener à ramener leurs armées dans le territoire puis à détruire le gouvernement iranien pour leur enlever toute capacité de monter une contre-attaque et se relever en quelque sorte. Et juste pour revenir aux États-Unis, il y a un concept qu'il faut expliquer. Et c'est ce qu'on appelle la doctrine militaire. En gros, la doctrine militaire, c'est comment est-ce qu'une armée est conçue, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et pour eux, c'est vraiment des frappes éclairs. On arrive vite,
On frappe le plus fort possible, on tue le dirigeant ennemi, le général, on submerge leurs forces de sorte qu'ils ne puissent pas se relever puis répliquer. Par exemple, c'était ça leur stratégie au Venezuela, et ça a marché. Et là, ils ont essayé quelque chose de similaire en Iran. D'ailleurs, dans la première semaine, ils ont tiré au-dessus de 3000 missiles à travers la frappe aérienne. Ça coûte 5,6 milliards de dollars dans leur budget. Donc oui, c'était un coup solide, 3000 missiles. Mais le problème avec cette doctrine militaire-là, c'est que si vous mettez le paquet, si vous vous donnez tout et que votre ennemi tient encore, ben là, vous faites quoi? Et c'est essentiellement ça qui s'est passé. L'Iran tient encore et ils ont encore une capacité militaire. Donc là, les États-Unis sont complètement à sec. Leur réserve de missiles est à sec et ça prend des années à refaire. Et là, ils sont pris dans un conflit de longue haleine. Et ça, leur armée et leur économie n'ont pas été conçus pour ça. Et ils ne peuvent pas se permettre de déclencher une invasion terrestre parce que l'Iran les a avertis d'avance que s'ils tentaient ça, l'Iran allait répliquer en attaquant tous les pays alliés dans le Golfe. Donc vraiment, la seule façon pour eux de conclure ce conflit-là, c'est d'avoir une entente signée. Mais là, je veux juste clarifier quelque chose. Le président Trump n'est pas en train de chercher la paix à tout prix. Il n'est pas devenu un agent de la paix. Ce qu'il veut, c'est une entente qui le fait paraître comme le vainqueur de ce conflit-là. Ça, c'est différent. Et ça, c'est la partie importante. C'est pour ça que les négociations tournent autant en rond. En gros, cette semaine, les États-Unis avaient envoyé une proposition de 10 points à l'Iran pour signer la paix. L'Iran a renvoyé cette proposition avec 4 points supplémentaires qu'eux-mêmes ont rajoutés, notamment par rapport au contrôle du détroit. Le gouvernement américain refuse et, honnêtement, en toute franchise, pour avoir lu ces 4 points-là, c'est vrai que l'Iran a demandé beaucoup. Mais bref, Trump déclare à la télévision que l'Iran n'est pas permis d'avoir l'uranium enrichi, qu'ils ne peuvent pas avoir d'uranium sur leur territoire et que tout leur uranium enrichi devra être exporté aux États-Unis, ce qui est insensé. En réponse à ça, l'Iran dit non, aucune chance que ça se passe, on garde notre uranium chez nous et c'est là qu'on se trouve. Bref, ça va nulle part. Finalement, pour conclure cet épisode-là, je voulais survoler les 2 événements qui sont arrivés cette semaine qui ont contribué au fractionnement du lobbyisme israélien aux États-Unis. Donc, numéro 1, cette semaine, il y avait des élections primaires à Kentucky pour déterminer le prochain candidat républicain. Donc, c'est une élection à l'interne d'un parti. C'est extrêmement minime à l'échelle du pays. Ça ne devrait pas avoir beaucoup de conséquences. Pourtant, le lobbyisme israélien a investi 35 millions de dollars pour un candidat. Pourquoi? Parce que l'autre candidat, Thomas Massie, était le républicain le plus vocal pour déclassifier les dossiers d'Epstein et contre la guerre en Iran. Donc, il faisait partie des rares candidats honnêtes et intègres. Donc, forcément, il devait être tassé. Et normalement, les élections primaires, ça a un budget de 500 000 $ par candidat environ. Et là, un candidat avait 35 millions de dollars de budget. À ce point-ci, c'est pas juste démesuré, c'est obscène comme montant. Donc bref, cet événement a prouvé hors de tout doute au grand public que le lobbyisme israélien pouvait acheter des élections et retirer des politiciens qui ne jugeaient qu'ils n'étaient pas alignés avec leur agenda. Et l'autre événement, numéro 2, c'est bien sûr la torture puis la maltraitance des prisonniers de la flottille. Et tout ça, ça a été admis par ceux qui ont fait la torture. Les Israéliens qui sont responsables ont posté leurs images et leurs vidéos en ligne avec des membres du gouvernement israélien qui paraidaient devant les prisonniers puis qui revendiquaient la brutalité. Même que parmi ces ministres-là, il y avait Ben Gvir qui était présent puis très vocal là-dessus, qui a posté ça sur ses réseaux sociaux. Honnêtement, tu peux pas être dévoilé plus que ça. Bon, on va arrêter l'épisode là, c'est vrai. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous le rappelle, si vous éprouvez des symptômes de stress ou de dépression, prenez une pause de l'actualité. Allez vous changer l'esprit. Sinon, merci de me supporter. Laissez un like, subscribe, tout ça. OK, prenez soin de vous. Bye.